Est-ce que vous avez compris les restrictions qui ont été annoncées, notamment l'interdiction de manger debout au bar pour faire barrage aux variants Omicron? Bah, quand je comprends pas, j'essaye de ne pas analyser. Comme ça, je suis tranquille. Non, j'applique comme chaque citoyen. Non, c'est vrai, pas de bar, oui à table. Je pense qu'encore une fois, les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie-restauration savent s'adapter, savent faire face. Ont su montrer qu'ils étaient en capacité de répondre aux restrictions sanitaires, même si j'avoue que par moments, elles peuvent nous paraître un peu irritantes. Le couvre-feu à Paris, qui ne dit pas son nom, avec la fermeture des bars et restaurants à 2 heures du matin, le soir du Nouvel An, est-ce que vous pensez que c'est justifié? Très honnêtement, je pense que c'est justifié si ça protège nos concitoyens et si ça protège l'ensemble de la population pour mieux redémarrer. N'oublions pas qu'après le deuxième confinement, le redémarrage économique a été extrêmement fort. Ne prenons pas le risque de louper le prochain parce que je suis certain qu'on va sortir de cette crise et que dès la fin janvier, on voit bien l'attractivité qu'a notre pays par rapport au tourisme, simplement au tourisme. Je pense qu'on va redémarrer très fort. Donc ce qu'il faut, c'est ne pas perdre nos équipes. Là, comme on a perdu ce premier confinement, plus de 30% de nos collaborateurs avaient disparu de nos... 30% à l'époque. À l'époque, 30% de nos collaborateurs. Et puis certains ont choisi d'autres voies professionnelles. Et on peut le comprendre. Donc cette profession s'est interrogée aussi sur cette fuite. Mais aujourd'hui, on a envie de protéger tout le monde pour traverser cette tension, certes peut-être un peu excessive, du moment pour ne pas reperdre nos collaborateurs comme on a pu les perdre sur le premier et le deuxième confinement. Julien Arnaud. Vous parliez de ce mode dégradé, on imagine aussi bien en salle qu'en cuisine aussi, avec une réorganisation. Bien évidemment, vous serez sur le pont aussi ce soir, Thierry Max, avec vos équipes. Et j'insiste sur le « avec vos équipes », parce que c'est le moral, on sait, et le mental, c'est important en gastronomie, en cuisine. Ouais. Et j'imagine aussi en cette période particulière. Comment vous faites, vous, parce que vous êtes le chef, pour booster, aller dire tout le monde, allez, on y va. Ouais. On est le chef et le chef d'entreprise. Donc le chef, lui, c'est plutôt la solitude du chef, on la connaît. Mais c'est un peu à angle droit. On est solitaire et solidaire de nos collaborateurs. Et souvent, on entend parler d'esprit de corps. Nous, on parle d'esprit de cœur. Parce que finalement, tous ceux qui sont là, ce sont des gens passionnés, vraiment passionnés par la gastronomie française et qui ont envie de montrer tout leur talent et leur capacité à affronter cette période. Donc oui, je suis là, mais c'est normal, c'est mon rôle. Et si j'étais touché, je croise les doigts pour pas que ça arrive, mais je suis sûr que le N-1 ou le N-2 serait en capacité de me remplacer, parce qu'on a mis aussi dans ces managements dégradés une capacité à pouvoir être remplacé très très vite. Donc c'est vrai que c'est inquiétant, mais il faut être sur le pont et puis montrer que c'est pas le même pas peur, on n'en est pas là, c'est de se dire bon, on peut faire face. Et faire face, ça c'est important. Vous êtes très zen, ce sont peut-être les influences asiatiques. Olivier Véran, qui a été auditionné à l'Assemblée mercredi, a voulu montrer qu'en France, on s'en sortait plutôt mieux si l'on faisait la comparaison avec nos voisins. Il a fait ce constat: Pays-Bas, confinement; Autriche, confinement; Belgique, bars, restaurants fermés; Portugal, dès le 2 janvier, bars et restaurants fermés; Danemark, souvent pris en exemple, eh bien, là aussi, les bars et restaurants seront fermés. En Norvège, jauge dans les bars et restaurants. Et Finlande, fermeture anticipée de tous les bars et restaurants. La liste, elle est très longue. Est-ce que vous vous dites, ouf, ça pourrait être pire, ou vous vous dites, est-ce qu'on pourrait nous laisser un peu tranquille parce que ce n'est pas dans les restaurants qu'on se contamine? Non, je dis ouf, oui, ça aurait pu être pire. Et je pense qu'il a été démontré, alors c'est pas parfait, hein, que s'agiter, c'était pas agir. Alors on peut faire des commentaires en permanence, mais c'est quand même un phénomène qu'on ne connaissait pas. Donc, méthode opérationnelle tactique, on pourrait dire, bah, c'était quoi? Un virus. Un virus, nous, c'est pas notre métier. Est-ce qu'il faut être assis, pas assis, masqué, pas masqué? Je ne sais pas. Donc, à un moment donné, on a appliqué la règle du bon sens et on a essayé de faire corps autour de ça. Mais je trouve que la France s'en sort plutôt pas mal. Et en venant vous voir ce matin, je passais devant 3 laboratoires où les gens patiemment se font tester. Donc il y a quand même cette unité française. D'ailleurs, qu'on ne souligne pas, hein, on voit toujours ce qui ne fonctionne pas, mais ça fonctionne plutôt bien. Moi, je suis un citoyen, j'observe, je vois qu'on a des résultats, je vois qu'on a obtenu quand même un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, il faut continuer dans ce sens-là, à mon avis. Le pass sanitaire vous a-t-il porté préjudice? Très honnêtement, non.
Très honnêtement, non. Le seul préjudice que ça nous est causé, c'est d'avoir recruté pour avoir des personnes hôtesses ou hôtes d'accueil pour gérer le pass sanitaire. Effectivement, ça a été un coût pour l'entreprise, mais ça nous a permis aussi de continuer à fidéliser notre clientèle en la rassurant aussi. Parce que les personnes qui étaient contrôlées et qui venaient dîner ou déjeuner dans nos établissements créaient une certaine sécurité pour nos convives. La restauration fait partie de ce secteur en difficulté qui ont été aidés par le gouvernement. Est-ce que vous estimez que les aides jusqu'ici ont été à la hauteur? Alors oui, il faut bien séparer les choses entre être aidé, je le conçois, on l'a été, et je travaille beaucoup d'endroits dans le monde, et ça n'a pas été le cas. En France, on a eu un modèle d'atterrissage qui a été quand même très intéressant. Mais après, on a emprunté de l'argent. Il va falloir le rembourser. Alors voilà, il ne faut pas confondre. Oui, les aides ont été d'une efficacité, à mon avis, forte, mais l'argent qu'on a emprunté, maintenant, il va falloir le rendre et travailler plus pour le rembourser. Donc voilà, mais globalement, je trouve que ça a été bien fait, y compris de prendre en charge une partie de nos collaborateurs. C'est quand même, j'ai pas connu ça ailleurs. Tout le monde me dit non, mais ça a été pareil à tel endroit. J'ai l'établissement en Asie, j'ai l'établissement aux États-Unis. Je peux pas le raconter comme je le raconte en France, d'avoir eu nos collaborateurs pris en charge par l'État. Est-ce suffisant pour vous faire revoter Macron en 2022 ? On va regarder le programme d'abord. S'il y a un programme, je ne sais pas si M. Macron va être candidat. Vous regarderez ça évidemment attentivement. En pleine pandémie, c'est l'une des rares conséquences positives. Beaucoup de Français se sont remis à la cuisine. Qu'est-ce que le confinement, la pandémie a changé à notre rapport à la cuisine, à la nourriture, selon vous ? Alors, moi, je trouve ça intéressant. On parlait toujours du monde d'après. Je ne crois pas qu'il y ait un monde d'après, parce que j'entends un certain nombre de sottises en permanence sur les tout pas chers, l'espèce de théorie du low cost qui revient. Et effectivement, les Français se sont remis à la cuisine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils commencent à regarder dans le détail ce qu'est réellement un bon produit. Dans cette forêt de labels, c'est le constat qu'on faisait avec Romain Jubert sur Bon, il y a une forêt de labels, mais qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Est-ce qu'on sait définir l'impact social, l'impact environnemental d'un produit? Et c'est ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on essaye de faire dans Bon, de parler des recettes, certes c'est une chose, mais de parler de l'environnement, de la bonne cuisine et des bons produits et des bonnes pratiques. Et dans ce magazine Bon que vous lancez dans ce mois de décembre, vous dites « Il faut réapprendre aux petits l'engagement du poète gastronome grec Archestrate. La cuisine, c'est plaisir, bien-être et santé, un moyen de partager, d'échange et de comprendre qui devrait être enseigné à l'école ?» Ah, complètement. Alors là, s'il y a bien un cours complet, c'est le cours de cuisine. Il y a de l'arithmétique, il y a de la géographie, il y a de l'histoire, il y a tout un tas de choses qui vont faire que quelqu'un va trouver de l'épanouissement. Et surtout, il y a connaître l'autre par rapport à ce qu'il mange. Plutôt que de le juger, savoir, et il n'y a qu'autour d'une table qu'on fait peuple. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que plutôt que de remettre du cours d'instruction civique, que je trouvais très intéressant, on pourrait faire un cours de gastronomie qui nous permettrait de comprendre et de connaître un petit peu les enjeux de notre gastronomie, parce qu'elle ne se limite pas à l'état de recettes. On voit bien que beaucoup de gens aujourd'hui parlent de cuisine au travers des recettes et de la compétition de la recette. Mais je trouve quand même intéressant de regarder toute la philosophie, l'histoire, tout ce qu'il peut y avoir de santé autour de la cuisine. Et qu'est-ce que c'est qu'un bon produit? Son impact social et son impact environnemental, ce qui me paraît essentiel. J'aime beaucoup d'ailleurs le sous-titre, ou ce qui est au-dessus de votre titre, « Les racines de l'esprit naissent dans l'estomac ». Je trouve cette phrase jolie et formidable, qui résume beaucoup de choses et qui est au cœur justement de la gastronomie. Mais complètement, on l'a évoqué, ça vient d'être dit, la cuisine c'est plaisir, bien-être, santé, mais c'est aussi donner de la mémoire et de l'éphémère. Si vous ne savez pas raconter l'histoire d'un produit, la philosophie qu'il y a autour de ce produit, il n'y a pas grand-chose. Et dès le plus jeune âge, ça il faut aller voir, il faut aller rencontrer. Est-ce que vous trouvez aussi qu'aujourd'hui, finalement, dans ce qu'on fait apprendre, dans ce qu'on apprend aux jeunes élèves, c'est pas assez, on passe à côté, et il y aurait beaucoup d'efforts à faire en la matière? Alors, je suis d'accord qu'on passe à côté, certainement, parce que on considère qu'il n'y a qu'une méthode pour apprendre. Apprendre pour faire. Moi, je considère qu'il y a une autre méthode qui est faire pour apprendre. Et je pense que les deux peuvent se marier. Et dans la cuisine, vous faites pour apprendre. Et c'est là où Bon
peut vous permettre d'élargir un petit peu le spectre, simplement le spectre de la simple recette et de la simple le fighting cuisine, comme on voit beaucoup en ce moment, qui fait le meilleur poireau vinaigrette. On s'en fiche un peu d'où vient ce poireau, quel est son impact social, son impact environnemental. Tout ça, ça a du sens. Redonner du sens à notre alimentation, c'est quand même essentiel et environnementalement essentiel. Vous dites on mange trop, on achète trop, on consomme trop. Ce discours est-il compatible avec notre époque où on veut toujours plus? Non, c'est probablement pas compatible, mais je pense qu'il faut s'adresser aux mangeurs, pas aux consommateurs. C'est-à-dire qu'on consomme trop, finalement on a fini par consommer cette planète. Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel, et ça, il faut s'adresser aux mangeurs. Et ça, c'est quelque chose que défend Claude Fischler, qui est un sociologue que j'aime beaucoup et qui nous aide beaucoup pour ce magazine. Mais du jour où on va continuer à arrêter avec cette théorie du low cost, c'est-à-dire du tout pas cher. Oui, en venant là en voiture, j'écoutais une mangue à 99 centimes. Une grande enseigne vous propose une mangue pour Noël. Vous vous rendez compte l'impact carbone de ce produit, 99 centimes pour une mangue, donc on n'a que faire finalement. Ouais, mais nous consommateurs, on se dit ouais chouette, cette mangue est à ce oui, prix-là. Et c'est là où on se trompe, et c'est là où ce type de magazine peut vous apporter ce nombre d'éléments pour mesurer votre impact social et l'impact environnemental. Il ne suffit pas de jouer les Khmers verts en permanence, bien au contraire, mais de dire redonnons du sens à notre alimentation, parce que c'est plaisir, bien-être, santé. Toutes les études qui ont été faites pendant la Covid sont très intéressante. D'ailleurs, Pierre Veil de l'INSERM en a fait une qui était très intéressante sur l'impact de notre alimentation sur la pathologie Covid. Extrêmement intéressant. Il y a 3 grandes universités dans le monde qui l'ont fait, Tokyo, Séoul et la France avec Pierre Veil. Et ça, c'est intéressant de mesurer aussi et d'analyser nos produits. Vous êtes aussi un cuisinier de l'espace, hein, c'est ce qui est rappelé dans ce magazine. C'est vous qui avez préparé, en partenariat avec le physico-chimiste Raphaël Aumont, les repas de l'astronaute Thomas Pesquet. Comment vous avez relevé le défi? C'est très compliqué parce que d'abord on a fait la comfort food pour Thomas Pesquet, tout ce qui est bon pour lui et pour des moments de plaisir comme ça pour lui et pour ses confrères, ses collègues. Et donc le principe de ce centre de recherche qui est à Paris-Saclay, qui s'appelle le CEFIC, le Centre français d'innovation culinaire, eh bien d'abord c'est un cerveau collectif et on a regardé le cahier des charges et on a regardé les opportunités qu'il y avait dans ce cahier des charges et nous rappeler 3 grandes valeurs que nous apprend Thomas Pesquet. C'est attention, je suis dans un véhicule spatial pendant 6 mois et il faut que je fasse attention à mon alimentation, pas question de prise de poids et autres. Oui. Petit 2, je ne veux pas d'intrants chimiques ni d'exhausteurs de goût dans mon alimentation, voilà ce qui est intéressant. Et puis attention, je vis en surpopulation, je ne peux pas vivre dans mes déchets. Vous voyez que ces 3 facteurs extrêmement importants nous permettent d'ouvrir des pistes de recherche sur le Centre français d'innovation culinaire qui est co-dirigé avec Raphaël Aumont, qui est un monsieur formidable et qui fait beaucoup avancer l'idée de l'alimentation qualitative sur cette planète. Est-ce que c'était bon ? C'est très bon. C'est très bon. Et à son retour, Thomas Pesquet vous a dit chouette Thierry, c'était génial. Alors on a des feedbacks, puis on a eu plusieurs fois contact avec lui pendant qu'il était dans l'espace, et c'est vrai qu'on lui a bien expliqué tout ce que ça pouvait apporter aussi sur notre recherche. C'est ce que nous avait dit Jean-François Clairvoy d'ailleurs. En travaillant pour Thomas Pesquet, pour l'espace, vous allez voir tout ce que vous pouvez apporter pour cette planète Terre. Le bon n'a pas de prix, c'est ce qui est écrit à la une de votre magazine, mais pourtant ça a un prix. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui nous regardent et qui disent moi je ne peux pas me permettre, je n'ai pas le luxe de pouvoir manger sainement? Non, c'est vraiment là le combat à mener, parce qu'effectivement, il y a 8 millions de gens qui sont à l'aide alimentaire en France. C'est un sujet. La misère est très présente partout dans le monde. Et je pense qu'il faut défendre une autre économie que celle de la théorie du low cost, du bas prix. Il faut aller vers une économie de la qualité. Ça, je défends cette idée-là, et que le juste prix n'est pas celui du low cost. Donc, il faut permettre aux gens de monter en compétences pour qu'ils gagnent mieux leur vie, mais qu'ils puissent avoir cette capacité de s'alimenter correctement. La double peine pour des personnes qui sont en précarité ou en grande précarité, c'est d'avoir aussi à manger de façon peu saine finalement. Donc il y a des combats à mener là-dessus, mais la théorie du low cost, je me bagarre et j'ai fait tout mon texte là-dessus, parce que c'est ce qui a détruit et abîmé, 1, notre agriculture, 2, notre industrie, et 3, notre alimentation.
On comprend en lisant ce magazine que la cuisine, la gastronomie, en vous écoutant aujourd'hui ce matin en direct sur LCI, que c'est une histoire d'engagement. Il faut dire que vous êtes battu pour en arriver là, vous avez une forte personnalité. Et en préparant cette interview, j'ai relu une interview que vous aviez accordée à l'un de nos confrères où vous disiez moi j'avais la rage, j'avais une réputation à l'époque de caïd, de gros bras, une longue période d'errance à végéter dans la nature, avec une absence de projet à l'époque. À l'époque, j'ai déconné, je me suis bagarré, j'ai fugué, je m'échappais à Paris, Champigny-sur-Marne. La cité où j'habitais était une ville fantôme, un terrain vague. Est-ce que c'est ça qui vous a aussi donné votre force ? Je crois que dans ces quartiers, on puise une certaine force. Encore faut-il croiser la route d'une personne qui peut vous apporter un projet. Ce qui a été mon cas, les projets du sport, avec le judo club de Champigny, et puis ensuite le projet de la formation professionnelle. Effectivement, ça m'a redonné un cap, et aujourd'hui, avec Cuisine Mode d'Emploi, nous intervenons dans ces quartiers. Nous posons des écoles dans ces quartiers pour justement redonner l'idée d'un projet métier ou d'un projet scolarité. Et ça, c'est extrêmement important. Et de ces années-là, je tire cette envie de partager au moins ça, c'est-à-dire retrouver un cap. Retrouver un cap, c'est essentiel. Je crois que c'est 160 000 jeunes qui sortent chaque année sans diplôme et sans projet métier. Et ça, effectivement, c'est des errances qui peuvent être redoutables. Il faut avoir un projet parce qu'autour de vous, dans certains quartiers, il y a des gens qui ont des projets pour vous qui ne sont pas les bons. Donc faire des hommes libres et instruits, c'est les grandes phrases de Victor Hugo, mais je crois qu'elles ont encore leurs racines dans nos quartiers, dans nos ruralités. Retrouver un projet du jour, un projet de la semaine, un projet du mois, mais quelque chose qui vous fasse redresser la tête et regarder devant vous. Message politique et citoyen. Pour le 31, parce qu'on a envie d'un peu de légèreté, quels conseils pourriez-vous donner aux Français pour préparer leur repas du Nouvel An à un prix raisonnable, dirons-nous ? C'est le prix raisonnable pour faire un repas de réveillon, il est assez simple. Il faut aller vers des produits qui ne flambent pas en cette période. Vous avez l'œuf, vous avez la pomme de terre, vous avez le champignon de Paris, quand c'est un véritable champignon de Paris qui est extrêmement qualitatif. Donc vous pouvez faire un panier, allez, je vais être très honnête, avec entre 25 et 30 euros, vous faites un panier pour entre 4 et 6 personnes. Et j'ai fait l'expérience. Oui, bah regardez dans Bon, c'est les recettes que j'ai fait il y a quelques années pour le livre qu'on avait fait pour les Restos du Cœur avec Véronique Colucci, à qui je rends hommage parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans ce domaine. Eh bien, on a fait ça avec 30 euros pour 4 personnes. Et je viens de le refaire. À l'époque, on l'avait fait à peine pour 20 euros. Donc, je crois qu'on peut faire un repas de réveillon. C'est le lien social qui représente le réveillon, pas l'exagération du produit du moment. Donc c'est plutôt végétarien, œufs, alors je vais défendre champignons et pommes de terre. Oui, végétarien ou flexitarien. C'est-à-dire je pense qu'il faut diminuer sincèrement et honnêtement notre consommation de protéines animales sur cette planète. Ça ne peut d'abord nourrir un peu mieux et protéger un peu mieux la planète. Justement, sur cet aspect culinaire, quand on parle réveillon, quand on parle fête, moi je viens d'une région, le Périgord, on pense foie gras. Ouais. Aujourd'hui, on voit beaucoup le débat autour des pros, des anti-foie gras. Est-ce qu'il faut pas? C'est quoi votre position, vous, en tant que chef elle est normale, moi, de consommer du foie gras à la bonne saison. Et très honnêtement, j'ai passé beaucoup de temps dans le Lot quand j'étais enfant et je voyais les canards qui venaient se faire gaver eux-mêmes. Mais après, encore une fois, c'est la surconsommation de ce produit qui l'a dégradé, qui en a fait un produit low cost sans intérêt. Donc moi évidemment je défends le foie gras qui fait partie de la tradition et du patrimoine culinaire français, mais je dis mangez-en mieux, mangez-en moins. Il faut mieux le rémunérer de façon qualitative auprès de l'éleveur plutôt que d'en faire des usines où on produit du foie gras en Hongrie. D'ailleurs bien souvent c'est en dehors de la France, donc je suis pour foie gras. Et puis tous les discours, encore une fois, j'aime bien employer ce mot-là, mais des Khmers verts qui finalement vous interdisent le foie gras, mais ça vous donne juste envie d'en manger. Donc je pense qu'il faut encore une fois en manger mieux et en manger moins. C'est aussi une question de souffrance animale. Par exemple, moi j'ai arrêté de manger le foie gras alors que j'adorais ça parce que je n'ai pas du tout envie de soutenir les filières de gavage industriel. On voit ces images terribles de gavage d'oies et de canards. C'est possible parce qu'il y a peu de gens finalement qui sont dans une filière de gavage naturel, revenir aux sources de la nature. Mais bien sûr que c'est possible. Et puis regardez tout le débat qu'a fait Bleu Blanc Cœur. Bleu Blanc Cœur, voilà une
une estampille extrêmement intéressante, presque un label aujourd'hui de qualité, et qui a mis quoi en premier? Qualité des sols, qualité des herbages et bien-être animal. Donc ça fait 20 ans, vous voyez, c'est récent, 20 ans, c'est jeune adulte pour une appellation comme Bleu Blanc Cœur qui aujourd'hui fait un travail remarquable, y compris dans l'impact social où l'agriculteur est rémunéré correctement et dans l'impact environnemental. Donc tout est possible en consommant mieux et en consommant moins. Je sais que ce soir on ne peut pas danser, mais il y a une expression, je crois, je vous ai déjà entendu, qui vous est chère de votre grand-père, danser devant le buffet. Ce soir on peut? Oui. Ah non, parce que c'était pas bon signe ça. Quand on dansait devant C'est ça, le buffet, c'était pas bon il faut signe. remplir le buffet. Oui, il fallait remplir le buffet quand même avant. Pour avoir quelque chose à manger. Exactement. Et on rappelle que